Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats JDR. Et aujourd'hui, c'est du sérieux, parce que je voudrais vous parler de 4 erreurs de l'apocalypse. Des erreurs qui sont commises durant les parties et qui, à mon sens, si elles étaient corrigées, changeraient drastiquement l'expérience de jeu pour le meilleur. Parmi ces 4 erreurs, 3 concernent les maîtres du jeu eux-mêmes. La 4e concerne principalement les joueurs, même si j'ai remarqué qu'il y avait une certaine complaisance des MJ à l'égard de cette 4e erreur. Alors tout de suite, je peux imaginer que des boucliers puissent se lever, parce que je sais, la bienveillance des temps présents voudrait qu'on ne parle pas vraiment d'erreur, mais de points d'amélioration, ou de subjectivité, d'un ressenti qui m'est personnel. Et on peut dire que ça va être le cas, mais je pense sincèrement que même si nos perceptions sont différentes et que l'on peut être plus sensible à certaines erreurs entre guillemets que d'autres personnes, à mon sens, même pour les joueurs ou les personnes qui tolèrent ce genre d'erreurs, ça peut être une amélioration que de voir ces erreurs, j'ai envie de dire, écartées. Je les appelle des erreurs de l'apocalypse, également pour quelque chose de positif. Je pense que si elles sont corrigées, à elles seules, lorsqu'elles sont corrigées bien évidemment, elles suffisent à drastiquement améliorer l'expérience de jeu autour de la table. Il se trouve que ça fait 1 an que je joue sur des tables différentes, plus que ce que je faisais avant, donc je commence à identifier des bonnes choses récurrentes, mais également des erreurs récurrentes, selon moi. Donc c'est pour ça que je veux en faire une vidéo. Ce sont des erreurs qui sont très répandues, et je les ai souvent identifiées, et je me suis dit que si elles n'avaient pas été là, sans même rien changer d'autre, sans améliorer quoi que ce soit d'autre, l'expérience de jeu aurait été bien meilleure. Très souvent, les MJ ou les joueurs qui commettent les erreurs dont je vais parler ne sont pas des mauvais MJ ou des mauvais joueurs. Et il suffirait de pas grand-chose pour que tout change. Simplement corriger ces 4 erreurs. Alors c'est peut-être prétentieux. Il se trouve que sur certaines de ces erreurs, j'en ai moi-même commises et j'ai fait un effort pour les corriger. Je dis certaines parce que je ne peux pas non plus mentir, il y en a une notamment que je ne pense pas avoir jamais commise mais que j'ai souvent vue. En revanche, d'autres, et je les mentionnerai, ont été des sujets d'amélioration pour moi. Donc, je pense que la première chose est d'avoir conscience de ces erreurs et de vouloir les améliorer. Évidemment, je vais préfacer la chose en disant que certaines personnes, certaines tables fonctionnent d'une manière et ne voient pas le besoin de changer les choses. Chacun voit midi à sa porte. Personnellement, je pense que ça pourrait améliorer beaucoup de tables simplement en jouant là-dessus. Alors, j'ai fait 3 minutes d'introduction bienveillante pour préfacer la malveillance qui allait suivre. J'espère que ça suffira. Et je tiens à dire d'ailleurs que j'ai beaucoup discuté avec certains amis de la communauté du jeu de rôle qui parfois ont fait partie des tables dont je parle là. J'espère que ça n'offusquera personne. Normalement, j'ai déjà eu la conversation avec ces personnes. Bien, commençons donc par la première erreur de l'apocalypse. Ça, c'est une erreur extrêmement répandue que j'ai moi-même commise par le passé. C'est le fait que dans un one-shot ou dans le premier scénario d'une campagne, la phase d'exposition ou l'introduction, le début de la partie tout simplement, est souvent beaucoup trop long. Parfois, il va prendre 30 minutes, voire 1 heure, parfois même 1 heure et demie de jeu sur une phase d'introduction, d'exposition au personnage, durant laquelle il ne se passe concrètement rien de lié à l'intrigue. Et ça, à mon sens, c'est un énorme problème sur plusieurs points, pour plusieurs raisons. D'abord, et en particulier pour un one-shot, le temps de session va être limité tout de même. Donc, on perd du temps par rapport à la suite qui va constituer le cœur de l'histoire, le cœur de l'intrigue, le cœur du sujet du one-shot. On perd du temps. Alors, quand on a beaucoup de temps, c'est peut-être pas un problème, mais quand on n'en a pas beaucoup, par exemple 2h30 ou 3 heures de jeu, ça peut commencer à être un problème et ça peut pousser à accélérer les choses sur la deuxième ou même les parties d'après de la session. Je l'ai déjà vu, des MJ qui ont finalement accéléré les choses dans les moments les plus intéressants parce que l'introduction avait pris trop de temps. Autre chose, si l'introduction est trop longue, parfois je vous assure, 1 heure, 1 heure et demie, à l'issue de laquelle il ne s'est encore rien passé concrètement, donc le scénario
pour parler de manière générale, n'a pas encore commencé. Et bien mine de rien, on va commencer à fatiguer. Et le rythme n'étant souvent pas intense dans cette introduction, on va, entre guillemets, ou littéralement, s'endormir. Et c'est extrêmement dur de sortir de cet état lorsque la chose intéressante, l'intrigue, le sujet du scénario commence à émerger. Parce que même si c'est réussi, même s'il est intense, c'est très difficile de se sortir d'un état de léthargie qui a été créé par une phase d'introduction trop longue. Et moi je l'ai ressenti beaucoup, je peux aimer les phases d'introduction où on s'approprie les personnages, l'univers, l'environnement. Je vais être à fond pendant quelques minutes, 15 minutes, 20 minutes, je peux même peut-être tenir une demi-heure comme ça, mais là ça commence à faire vraiment très long et j'y reviendrai, je suis assez sévère sur le temps à dédier à l'introduction, vous allez voir. Et puis après ça, là mon attention commence sévèrement à décroître. Et c'est extrêmement dur de se remettre dans le bain ensuite. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le diront pas forcément, et j'y reviendrai sur cet aspect, et qui vont lâcher. Et c'est dommage parce que la suite peut être vraiment passionnante. J'ai eu l'expérience récemment d'un scénario d'action qui, une fois que l'action était lancée, était vraiment plaisant, avec un bon rythme, un MJ qui décrivait les choses, et dont l'attitude, d'ailleurs, allait avec ce qui se passait. L'attitude du MJ, le ton, c'est quelque chose d'important. Et malheureusement, l'introduction a été tellement longue qu'on n'en est pas arrivé à ce moment suffisamment rapidement. En tout cas, pour moi. Donc c'est dommage parce que ça peut nuire à la suite même quand elle est qualitative. En plus de ça, il faut bien savoir qu'au début, surtout sur un one-shot, mais en fait non, même sur une campagne, les joueurs n'ont pas beaucoup d'éléments pour savoir quoi faire. Et je sais que beaucoup de MJ contre-argumentent en disant mais il faut laisser le temps aux joueurs de s'approprier leur personnage, de discuter entre eux, de se renifler, de faire connaissance quand ils ne se connaissent pas d'ailleurs les joueurs ou même les personnages. C'est vrai, mais en réalité si on ne leur donne pas matière à avoir des sujets de conversation même en roleplay, ils vont tâtonner. Et vraiment, on va être, pour le coup, littéralement dans une histoire de « on se renifle », parce qu'on n'a pas suffisamment de matière pour construire un roleplay ou pour, justement, s'immiscer, s'approprier les personnages. C'est très dur de s'approprier un personnage quand on n'a pas une situation à laquelle réagir. Et c'est vrai aussi au début d'une campagne, j'ai tendance à penser qu'il faut que très rapidement dans une campagne, en tout cas dans le premier épisode d'une campagne, on rentre dans le vif du sujet de ce que va constituer la campagne, de son thème, de son ton, de son ambiance. Alors c'est vrai que par la suite, dans une campagne, on peut avoir des variations et des moments beaucoup plus calmes sur des sessions entières, c'est moins gênant. Mais la première session, elle est extrêmement importante parce que c'est celle qui va accrocher les joueurs. Dans un one-shot, n'en parlons même pas. Encore une fois, je pense qu'il faut aller très vite dans le sujet du one-shot. Et trop traîner fait que les personnages, les joueurs, même pour s'approprier leur personnage, même pour faire du roleplay, vont avoir trop peu de matière pour le faire. On a trop souvent tendance à penser qu'il y a d'un côté le roleplay, d'un côté l'appropriation des personnages et de l'autre l'intrigue. Une fois que vous vous serez approprié les personnages, alors on pourra commencer l'intrigue. Je suis en désaccord total avec ça. Je pense au contraire que dès que l'intrigue se lance, le sujet du scénario, au contraire, on va pouvoir fédérer la table autour de ces événements qui vont se produire et construire nos personnages, se les approprier par rapport à ces intrigues, par rapport à ces événements. Si vous regardez un film ou que vous lisez un livre, souvent on va faire connaissance avec les personnages par rapport à la manière dont ils réagissent à des situations. Même si ce sont des situations, parfois au début, qui sont communes. Je ne dis pas qu'il faut tout de suite attaquer par l'action, par quelque chose d'intense. Mais je dis qu'il faut qu'il se passe suffisamment de choses pour qu'on puisse y réagir. Et il y a beaucoup de maîtres du jeu qui vont laisser l'introduction durer tant que les joueurs font ou disent quelque chose. Et ils ne feront démarrer le scénario proprement dit que quand les joueurs se seront épuisés. Mais là, il est déjà trop tard quand ça arrive. Donc au contraire, il faut les mettre dans le bain assez rapidement quand ils ont encore tout leur esprit, toute leur attention. On peut s'attacher, je le disais, aux personnages dans le cadre de l'intrigue. Donc il faut démarrer vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire démarrer vite ? Eh bien, tout simplement, je pense que en 5 minutes, oui, en 5 minutes, maintenant, si vous êtes un peu plus tolérant que moi, on peut peut-être dire en 15 minutes, 20 minutes à tout casser,
ça me fait déjà mal de le dire, je pense que dans un one-shot, en 5 minutes, il faut qu'on en arrive au sujet ou au thème de ce qu'est le one-shot. Je vous donne quelques exemples. Si vous faites un scénario d'action, il faut qu'en 5 minutes, il y ait de l'action. Si vous faites un scénario d'enquête, il faut qu'en 5 minutes, on soit en train d'enquêter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura que ça dans le scénario, mais ça veut dire qu'en 5 minutes, on doit être dans le vif du sujet de ce que le MJ a vendu comme genre de scénario. Et là, tout de suite, on est capable de s'approprier les personnages. C'est pas vrai de dire que si on doit enquêter en 5 minutes, on n'a pas le temps de s'approprier les personnages. On peut très bien se les approprier justement dans le cadre de l'enquête, dans la manière dont on va se parler. On aura des sujets de conversation entre joueurs parce que justement quelque chose se passe, parce qu'on sera en train d'enquêter. S'il y a de l'action, on aura des sujets, on va se fédérer autour de l'action. On va construire nos personnages autour de l'action. Et c'est tout à fait approprié lorsque le thème du one-shot est justement l'action. On se moque de construire les personnages par rapport à des choses qui ne se produiront de toute façon pas dans ce scénario. Si vous n'avez pas prévu de faire du drame familial dans votre scénario, vous n'avez pas besoin de construire vos personnages en introduction et de faire du drame familial alors que ça va être de l'action où ça pète dans tous les sens. Donc, construisons-les, construisons cet attachement, mettons-nous dans le bain justement dans ce qui fait l'essence de l'histoire du scénario. Alors, maître du jeu, n'ayez pas peur de faire démarrer vos scénarios très vite. Alors certains me diront, car je poursuis, c'est un sujet vaste, oui mais si on va trop vite, finalement la séance sera trop courte. Alors là il y a 2 choses auxquelles je voudrais répondre. D'abord, je préfère un scénario court mais qui était dense et dans lequel on ne s'est vraiment pas ennuyé, où il y a eu de l'intensité, c'est pas grave si ça dure que 2 heures. Puis la deuxième chose, c'est on pense toujours qu'un scénario va être court, il dure toujours plus longtemps que ce qu'on imaginait. Et c'est d'ailleurs le risque lorsque vous faites traîner vos introductions. Vous le faites en vous disant ça me fait gagner un peu de temps, ça donne un peu de matière, et en réalité, on dépasse largement le temps imparti, et au lieu de jouer 3 heures comme on avait dit, on finit par jouer 3h30 ou 4 heures. Donc de toute façon, le fait de prolonger inutilement l'introduction n'a pas servi à grand chose. Donc ce n'est pas nécessaire. Alors, un autre contre-argument serait de dire parfois on aime bien, et j'en ai parlé d'ailleurs dans un café JDR récemment, on veut créer du contraste par exemple entre des phases communes de la vie des personnages et puis l'horreur de ce qui va se passer après. Mais on peut créer du contraste sans passer 1 heure sur la phase de vie sans intrigue. En 15 minutes, oui, j'étends un petit peu. En 15 minutes, si vraiment vous voulez créer de l'attachement avec des membres de la famille ou des PNJ parce que ça va avoir un impact, tout à fait. Prenez 15 minutes pour le faire, mais donnez quand même matière pour qu'il y ait des conversations justement avec ces PNJ. Ne dites pas simplement, bon, bah, vous pouvez leur parler, ils vont pas savoir quoi dire, il faut qu'il y ait une raison. Mais on peut passer 15 minutes. Et en 15 minutes, ça suffit pour créer du contraste. Vous avez des films qui font ça très bien, où en 15 minutes, on arrive sur l'intrigue et il s'est déjà passé. Prenez, je voudrais spoiler personne, mais prenez la série Arcane. Moi qui ne suis pas un fan d'ailleurs des séries du style dessin animé, excusez-moi si c'est pas le terme scientifique, en littéralement 2 minutes, vous avez du drame, du contraste, et il y a une émotion avec cette scène d'introduction qui est incroyable, et ça suffit. Et on attaque direct. Et franchement, j'ai rarement vu une scène d'introduction aussi prenante, aussi viscérale. Donc c'est pas nécessaire pour créer du contraste de passer 1 heure sur des tranches de vie. Alors évidemment, il y a toujours des exceptions, mais dans l'ensemble, j'ai tendance à dire entre 5 et 15 minutes après le début de la partie, on devrait arriver à l'essence, être plongé dans l'essence de ce qu'est le scénario. Voilà la première erreur, à mon avis, qu'on pourrait corriger. Et je vous le disais, celle-ci, j'ai beaucoup travaillé dessus, justement, pour qu'on commence tout de suite. Je vous donne quelques exemples, d'ailleurs, concrets, de mes parties récentes, enfin, campagnes et scénarios, que je fais jouer régulièrement, ou les campagnes à ma table. Le scénario Le Bateau Blanc, c'est de l'enquête horreur. Et je dis bien enquête en premier parce que l'horreur vient assez tardivement, ou alors elle est suggérée. Eh bien, j'ai une phase d'introduction de 3 minutes dans laquelle je parle et j'explique un contexte, je raconte une histoire, ça dure 3 minutes. Je l'ai même chronométré.
Et à la fin des 3 minutes, je dis « Que faites-vous » Et à partir du moment où ils sont sortis de la voiture et qu'ils rentrent dans la maison, l'enquête commence. Et je leur ai donné une raison, ils savent qu'ils sont là pour enquêter. Et ça y est, ils commencent à enquêter. Et pourtant, c'est un scénario sur fond de drame familial. Ils jouent une fratrie. Eh bien, il n'y a jamais eu de problème pour que les joueurs se parlent entre eux et créent du drame parce qu'ils sont frères et par rapport à leur passé, ça a été différent d'une table à l'autre, alors même qu'ils sont en train d'enquêter. Et justement, l'enquête sert le drame familial. Ça n'a aucunement empêché les joueurs de s'approprier les personnages. Au contraire, ils ont des choses à faire qui vont ensuite provoquer les dialogues liés au roleplay et au drame. Il n'y a pas besoin de séparer les deux. Dans mon scénario section C, qui est un scénario d'horreur-enquête, cette fois l'horreur est avant l'enquête, vous noterez, eh bien en quelques minutes, je pense 5 minutes, et encore, peut-être même plus, mais on a de l'horreur immédiatement qui entre en jeu. Pour autant, on peut s'approprier le personnage justement par rapport à ce qui se passe. Dans ma campagne au nom des pairs que j'ai terminée récemment, le premier scénario est extrêmement intense. D'entrée de jeu, on est dans une situation, je dirais c'est pas tout à fait vrai parce que je fais une introduction flashback pour un des personnages, et c'est une grosse campagne donc il faut préparer. En 15 minutes, tous les personnages sont en situation où il va se passer quelque chose. Donc voilà, c'est quelques exemples, je ne suis pas allé dans tous les détails, pour vous dire que c'est possible et que ça n'a jamais entravé le roleplay là-dedans. Alors j'ai passé beaucoup de temps sur cette phase d'exposition, mais je pense qu'il y a à la fois beaucoup de choses à dire et à la fois c'est très facile de corriger ça. La deuxième erreur de l'Apocalypse. Ah alors attention, ça pour moi c'est une erreur fatale. Et oui, je prends parti. Et tant pis si ça brosse certains à rebrousse-poil, de toute façon je l'ai déjà fait. J'ai quelques petites joutes avec des amis de la communauté. Les enquêtes qui ne servent à rien. J'adore les enquêtes, en tant que maître du jeu et aussi en tant que joueur, mais je vous avoue de moins en moins en tant que joueur, parce que j'ai été extrêmement confronté à des enquêtes. Quand on mène l'enquête, le MJ nous laisse entendre qu'il faut enquêter, et en réalité, tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on fait dans la phase d'enquête n'a absolument aucun impact sur la suite. Ce n'est pas ce qu'on découvre qui fait avancer, et ce qu'on découvre ne nous aide pas plus tard pour savoir comment on doit faire quelque chose. En d'autres termes, on peut passer parfois 1h30 voire 2 heures sur une phase dite d'enquête, mais si on l'avait enlevé cette phase, ça n'aurait absolument rien changé au scénario et on aurait pu commencer 1h30 ou 2 heures plus tard sans ruiner le scénario, sans avoir fait cette phase-là. Ça, je vous avoue que moi, et en plus maintenant j'ai souvent vu ça, hein, encore tout récemment, là j'ai eu cette expérience, et au bout de 15 minutes, j'avais compris que ça serait ça. Et ça me sort complètement du truc, c'est extrêmement frustrant. Déjà, ça vous prend du temps pour rien, ça prend du temps sur ce que j'appelle l'utile dans le scénario, et ne confondons pas utile et l'intrigue. Le roleplay, ça peut être utile, construire une relation, ça peut être utile dans le jeu de rôle, l'utilité est très large. Mais quand vous enquêtez pendant 1h30 et que ça sert à rien, ça vous prend du temps pour rien sur votre session. Ça rejoint un peu ce que je disais dans le premier péché, si j'ose dire. Mais il y a autre chose, c'est que bien souvent, le maître du jeu a une sorte de complicité par rapport à ça. Il dupe les joueurs en leur faisant croire qu'ils font quelque chose d'utile. Il les laisse faire, il les laisse enquêter, interroger tout le monde, et très clairement, il envoie le signal que c'est une partie d'enquête, et oui, il faut enquêter. Qu'ils le fassent passivement, activement, peu importe. Vous ne pouvez pas retirer le fait que les joueurs savent qu'ils sont en train de jouer à un jeu, tout simplement. Donc, les signaux qu'envoie le MJ ont un impact sur la manière dont ils vont jouer. Donc pour moi, c'est une forme de duperie qui est extrêmement frustrante, surtout qu'elle ne sert pas à grand-chose. Au contraire. Et puis évidemment, il y a cette frustration quand on a joué 2 heures, qu'on a enquêté, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on fait ne sert à rien. Ce qu'on voit très souvent, c'est on enquête, on arrive à un endroit, et c'est un peu lié d'ailleurs à la phase d'exposition. Souvent, la phase d'exposition dont je parlais précédemment va être transformée en enquête. Mais c'est encore plus vicieux parce qu'on croit qu'on est sorti de la phase d'intro alors que non. En fait, on croit qu'on enquête alors qu'on est encore dans la phase d'introduction que je décrivais précédemment. Vous voyez ? Et
quand c'est de l'horreur enquête, par exemple, j'ai souvent vécu ça dans des scénarios horreur enquête, et on enquête, et l'horreur n'est pas encore vraiment arrivée, et arrivé au soir, c'est toujours le soir, et que les MJ qui entendent ça ne se sentent pas visés, je l'ai vu beaucoup de fois dans ce genre de scénario. Le soir, il se passe quelque chose d'horrifique, et là, l'intrigue se déclenche. Et en fait, on peut résoudre le scénario, l'intrigue, à partir de ce moment. Tout ce qu'on a fait avant pour enquêter ne sert strictement à rien. Alors on me dira, mais peut-être que ça posait une ambiance, peut-être que ça permettait de faire connaissance avec des personnages. D'accord, mais pas 1h30, pas 2 heures à faire enquêter sur quasiment la moitié du scénario, alors que derrière ça sert à rien. Si il doit se déclencher quelque chose d'horrifique ou même de l'action, arriver au soir ou arriver à un moment, on y arrive très vite. Faisons de ça une scène d'introduction assumée où on rencontre les personnages, mais ne laissez pas entendre, vous MJ aux joueurs, que ça va être une phase d'enquête. Et sachez faire avancer les choses, ne les laissez pas enquêter si vous savez qu'il n'y a rien sur quoi enquêter à ce moment-là ou que ça ne leur servira à rien. Faites avancer, faites une ellipse jusqu'au moment où ça va se déclencher. Alors évidemment, vous allez peut-être vous rendre compte en faisant ça que c'est plus un scénario d'enquête. Et je vais vous dire quelque chose, c'était pas un scénario d'enquête, de toute façon. Si l'enquête que vous faites n'est pas utile, ne sert à rien, si les découvertes n'amènent pas à la suite ou ne permettent pas de résoudre quelque chose plus tard, ce n'était pas une enquête à la base, donc autant l'enlever. Assumez ce qu'est votre scénario, c'est peut-être un scénario de tension, c'est peut-être un donjon d'horreur, c'est peut-être ce que vous voulez. Moi, ça m'est souvent arrivé où on arrive au moment où l'intrigue se déclenche, et là, je commence à m'amuser, même si c'est très dur de me sortir de cette phase d'enquête sur laquelle j'ai passé du temps, qui a servi à rien. Mais donc je me dis que c'est très bien, sauf que toute la session n'était pas comme ça. Donc autant l'enlever. Ou alors, rendez l'enquête utile. Ça se voit très vite en réalité quand l'enquête c'est du vent, c'est du baratin. Souvent ça sert à, encore une fois, à donner de la matière au scénario, à le faire durer plus longtemps. Et on laisse les joueurs faire, enquêter. Ça peut être sympa au départ, mais au bout d'un moment il faut que ça serve. Donc, je vous le disais, à quoi doit servir une enquête ? Eh bien, je pense que les découvertes dans une enquête doivent être les éléments qui permettent aux joueurs d'avancer dans l'intrigue. C'est-à-dire que s'ils n'avaient pas enquêté, ils n'auraient pas pu avancer. Ou alors, une horloge de l'apocalypse, sans jeu de mots, se serait déclenchée et s'ils n'enquêtent pas, il commence à se passer des trucs néfastes. Ça, c'est pas un problème du tout. Mais ça veut dire que pour réussir, au sens large du terme, ils doivent découvrir des choses via l'enquête et que ça leur permette ensuite d'avancer, que ce soit tangible. L'autre option, c'est que ça ne leur permette pas forcément d'avancer et peut-être que quelque chose va se déclencher qui est indépendamment d'eux, qui va faire avancer l'histoire, mais ce qu'ils ont découvert via l'enquête leur servira plus tard à comprendre quelque chose ou à savoir comment résoudre tel ou tel problème. C'est pas grave si c'est en différé, mais ça aura servi à quelque chose. On peut pas justifier une enquête d'1h30 juste pour construire une ambiance. De toute façon, c'est comme le roleplay. L'ambiance, elle peut se créer à travers ce qui est utile. Elle peut se créer à travers l'intrigue, elle peut se créer à travers une enquête véritable. On n'a pas besoin d'une enquête fictive pour construire une ambiance. Donc ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important. Soit assumez que votre scénario n'est en fait pas un scénario d'enquête et vous enlevez cette partie inutile, soit vous vous rendez compte, posez-vous la question d'ailleurs quand vous avez un scénario d'enquête, je pense, posez-vous la question, est-ce que ma phase d'enquête est utile ? Est-ce qu'elle permet aux joueurs d'avancer ou d'appréhender un problème plus tard ? Si la réponse est non, eh bien, vous n'avez pas un scénario d'enquête. Tirez-en vos conclusions et ensuite arrangez votre scénario en fonction. Troisième erreur de l'apocalypse. Pour un MJ, je pense que ça va être d'être trop passif, de ne pas s'assumer comme maître du jeu. J'entends beaucoup de MJ qui disent « moi je laisse beaucoup de champ à mes joueurs, je suis beaucoup en retrait ». Il peut y avoir plusieurs styles de MJ, il n'y a pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, je pense que le rôle d'un MJ est aussi de savoir quand être en retrait. Mais c'est aussi de savoir quand s'avancer et quand intervenir. C'est pour ça que je dis que l'erreur, ce n'est pas d'être parfois passif ou en retrait, c'est d'être trop passif. Parce que ça laisse les joueurs décider du rythme.
On dit souvent oui, mais la responsabilité du rythme, ce n'est pas que le MJ, c'est aussi les joueurs. Moi, je pense que c'est 90% la responsabilité du MJ parce qu'il a une vision globale que les joueurs n'ont pas. Et les joueurs ne savent parfois pas s'il faut avancer. Si on reparle de l'enquête précédemment, eux, ils ne savent pas forcément que d'enquêter, ça ne sert à rien à ce moment-là. Que, en fait, ça va se déclencher à la nuit tombée. Donc, c'est le rôle du MJ d'intervenir et de dire très bien, vous avez posé vos bagages, vous avez mangé, 3 heures plus tard, le soleil se couche. Voilà, c'est au MJ d'intervenir pour passer l'inutile. Certains diront oui, mais je ne veux pas frustrer mes joueurs. Vous ne les frustrez pas. Vous risquez de les frustrer, au contraire, si vous les laissez actifs sans rien leur dire et qu'ils se rendent compte plus tard que ça n'a servi à rien ou que ça n'a pas fait avancer les choses et qu'ils s'endorment. Vous allez leur servir, vous allez leur proposer une meilleure expérience du jeu lorsque vous gardez le contrôle du rythme, car vous seul savez ce qui va servir l'histoire, qui va être utile ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut cadrer les agissements des joueurs, ça veut dire qu'il faut leur laisser la liberté dans les moments où ça va vraiment être prenant et impactant. Ça ne sert à rien de leur laisser une liberté pendant 1h30 si cette liberté ne se transcrit pas en impact sur l'histoire de votre scénario ou de votre session. Que ce soit un one-shot ou la première session d'une campagne. Je veux redire que je parle là de one-shot ou de première session d'une campagne essentiellement. C'est pas une règle pour toutes les sessions d'une campagne, par exemple, surtout quand c'est une campagne longue. Donc voilà. Et en plus, en ne disant rien, en n'intervenant pas en tant que maître du jeu, vous laissez penser aux joueurs, par votre passivité, que ce qu'ils font est entre guillemets correct ou que ça sert l'histoire. Et donc paradoxalement, ils peuvent ne jamais se sortir de cette scène-là du fait de ce signal passif contradictoire. Ils vont faire du roleplay et vous ne les arrêterez pas, vous allez les laisser s'épuiser et eux-mêmes vont pas en sortir parce qu'ils n'ont pas compris qu'en fait il fallait passer à la suite. Donc il faut que vous preniez les rênes. En plus, c'est parfois un cercle vicieux, ça m'est arrivé aussi. Vous êtes maître du jeu, vous voyez les joueurs qui font du roleplay, qui parlent et vous vous dites ils s'amusent, donc on va pas les arrêter. Mais vous savez, un joueur, et je vais y venir quand je vais parler de la 4e erreur, un joueur c'est aussi poli souvent, à quelques exceptions près, et donc s'ils ne savent pas quoi faire, ils vont meubler si vous n'intervenez pas. Ils vont faire du roleplay, au début ça va peut-être les amuser, puis au bout d'un moment, ils vont continuer à le faire, mais ils vont commencer à en avoir marre, mais vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Certains sont plus habiles que d'autres pour masquer le fait qu'ils commencent à s'ennuyer. Mais ils ne savent pas en fait que la suite arrive. Et donc vous allez continuer à les laisser en vous disant ils continuent, donc c'est que ça leur plaît, alors qu'en fait ils sont en train de meubler. Et vous ne vous en rendrez pas compte, et donc vous allez continuer à être passif, et c'est un cercle vicieux. Et finalement, 2 heures plus tard, vous n'avez pas commencé l'intrigue ou le sujet principal de votre scénario. Donc ne soyez pas trop passif, n'ayez pas peur d'intervenir en tant que maître du jeu, d'assumer votre rôle. Enfin, la 4e erreur de l'Apocalypse, c'est une erreur cette fois de joueur, mais vous allez voir qu'il y a parfois une complaisance des maîtres du jeu, c'est lorsque vient le moment du débrief. Lorsque le MJ vous demande un débrief, alors s'il ne l'a pas sollicité, à la rigueur, peut-être taisez-vous. Moi j'ai une fâcheuse tendance à donner mon avis, c'est pas forcément toujours approprié, je le reconnais, mais à partir du moment où un MJ vous demande un débrief, vous débriefez. Si vous vous êtes ennuyé, ou s'il y a des choses qui vous ont pas plu, même si au global vous avez passé un bon moment, ne dites pas simplement « c'était cool, merci ». Parce que là, le maître du jeu qui vous a demandé un débrief, il n'apprend rien. Alors que si vous a demandé un débrief, normalement, c'est qu'il veut pouvoir savoir ce qui a marché, savoir ce qui a moins marché, pour ensuite s'améliorer. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit. Ça ne veut pas dire que vous devez vous forcer à trouver quelque chose de négatif si vous avez trouvé ça génial. Mais j'ai eu beaucoup, y compris cette année, d'expériences de joueurs à des tables où tout le monde fait un débrief hyper élogieux. Et moi je passe pour le méchant parce que sur certains points je vais dire ce qui a moins bien marché pour moi. Ça ne m'empêche pas de souligner le positif néanmoins. Et après, quand j'ai des conversations privées avec mes comparses joueurs, on se rend compte qu'ils se sont parfois fait chier comme des rats morts, pardonnez-moi l'expression, ou qu'ils ont trouvé que certaines choses étaient moins bien, mais ils n'en ont pas parlé. Par politesse, par bienveillance, ou toutes les choses dont vous savez que je les adore, ironie bien sûr,
Et ça n'a donc rien apporté au maître du jeu. Et le maître du jeu, il va se dire, hein, sur cette table-là, j'en ai un qui n'a pas aimé, mais peut-être qu'il est trop sévère, etc. Il n'est pas forcément représentatif de la majorité des joueurs. Je vais vous dire quelque chose. J'ai conscience, et quelqu'un me l'a dit il n'y a pas longtemps, et il n'a pas tort, que personnellement, je suis assez dur à satisfaire en tant que joueur. Je ne pensais pas que c'était le cas. Avant cette année ou avant que je joue beaucoup, je pensais que je serais très bon public, et c'est pas le cas, je le reconnais, donc je suis pas forcément représentatif, mais je ne suis pas non plus aussi peu représentatif des avis généraux qu'on pourrait le penser. Ce dont je suis certain, c'est que une grande partie des joueurs ne disent pas réellement ce qu'ils ont pensé à la fin dans le débrief. Et ça, à mon avis, c'est une erreur. Parce que, évidemment, si les 3/4 des gens, sur les 3/4 des tables, disent toujours que c'est cool alors qu'ils n'ont pas aimé certaines choses, le MJ va se dire, en fait, ce que je fais, il n'y a pas de problème, j'ai rien à améliorer. Et c'est tout à fait compréhensible. Donc, les joueurs, lorsqu'on vous demande un débrief, faites un vrai débrief. Ça ne veut pas dire que vous allez démanteler complètement le MJ. C'est pas du tout l'objectif. Parfois, ça peut donner cette impression. Je le reconnais, il faut y mettre les formes, parce que souvent, les trucs qu'on a aimés, on va dire qu'on a trouvé ça génial, ça va prendre 10 secondes de le dire, et en revanche, pour le négatif, on va argumenter plus, ça va prendre plus de temps dans le débrief, et donc ça peut donner l'impression, effectivement, qu'on a détesté ou qu'on a complètement démantelé le MJ. Je reconnais qu'il faut parfois faire attention là-dessus. Moi-même, j'ai pu me rendre coupable de ce genre de long développement qu'on pu laisser penser que je m'étais complètement fait chier comme un rat mort, ce qui a pu arriver néanmoins, mais c'était pas toujours vrai. Donc, il faut faire attention. Mais, un MJ qui vous demande un débrief, il faut lui rendre service et lui dire la vérité. Là où je disais que certains MJ se rendent complaisants, c'est qu'ils demandent un débrief, mais en réalité, c'est pas vraiment un débrief qu'ils attendent. Ils attendent une validation et qu'on leur dise oui, c'était bien, ça va les rassurer. Et ils veulent pas vraiment le débrief. Et quand ils l'ont, et qu'il n'est pas toujours parfait, c'est pas ce qu'ils attendaient et ça peut les piquer. Donc, en tant que maître du jeu, l'erreur qu'il faut à mon sens régler, c'est que si vous voulez vraiment un débrief, attendez-vous à un vrai débrief sincère. Dites-vous, est-ce que je suis prêt à entendre les critiques lorsqu'il y en a ? Si ce n'est pas le cas, que vous vous en fichez parce que vous, c'est votre manière de jouer et dans l'ensemble, ça plaît souvent, donc vous n'avez pas l'intention de progresser. Moi, c'est pas ma manière de faire, mais ça se respecte. Mais à ce moment-là, ne demandez pas un débrief. Voilà. Et je pense que je vais terminer là-dessus. J'ai pas vraiment de conclusion, honnêtement. Je pense que c'était important. Je sais pas si j'ai été peut-être un peu direct parfois, mais je pense sincèrement que ces 4 erreurs, et en particulier les 3 premières, évidemment, puisqu'elles sont plus liées à la partie, si elles étaient ne serait-ce que considérées par les maîtres du jeu, prises en compte, qu'ils y faisaient attention, je pense que même en ne changeant rien d'autre, de leur roleplay, de leurs histoires, de leur ton, plein de choses dont j'ai déjà parlé sur mes vidéos, même s'ils ne changeaient rien, eh bien ça démultiplierait l'impact ou plutôt la qualité de l'expérience de jeu qu'ils proposent. Il ne suffit vraiment de pas grand-chose. Vous allez me dire, j'ai parlé des enquêtes, c'est pas toujours des histoires d'enquête, j'en ai bien conscience, mais néanmoins, lorsqu'il y en a, j'ai souvent vu cette erreur. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça en invitera certains à considérer les choses. Je le répète, moi personnellement, j'essaie beaucoup de considérer ces choses-là et de me remettre en question en tant que maître du jeu. Je donne des conseils sur cette chaîne, mais il ne faut pas croire, je donne des conseils parce que j'ai moi-même analysé et écouté des retours qui m'ont parfois été faits pour tenter d'appliquer ces choses-là, justement. Je suis dans la même démarche que ceux qui viennent écouter des chaînes de jeux de rôle pour en retirer quelque chose. Voilà, encore une fois, j'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, et puis on se reparle pour la prochaine vidéo. À plus tard.